Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique d'imagerie, comme on fait depuis quelques temps, donc on a plusieurs vidéos sur l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on va voir l'IRM, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique. Alors, l'IRM, c'est une technique d'imagerie, comme toutes les autres techniques d'imagerie, qui permettent de voir ce qu'il y a dans le corps humain, c'est-à-dire de voir l'anatomie. Et donc, cette technique, par rapport aux autres, elle va utiliser un principe physique qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire. Alors, ce principe physique de résonance magnétique nucléaire, il concerne les protons. Et les protons sont en fait, entre autres, des noyaux d'hydrogène, puisque l'hydrogène, il a un proton et un électron. Et donc l'avantage de l'IRM, c'est que comme ça va regarder un phénomène qui est relatif aux protons, et que les protons, il y en a partout dans le corps, puisque les atomes d'hydrogène, il y en a partout dans le corps, et bien potentiellement avec l'IRM, on peut voir n'importe quoi et n'importe où. Donc ce phénomène de résonance magnétique nucléaire, il concerne donc les protons. Un proton, c'est une particule chargée électriquement, positivement, et c'est aussi une particule qui est caractérisée entre autres par ce qu'on appelle le spin. Alors le spin, étymologiquement, donc ça veut dire tourner, et alors c'est pas exactement une boule qui tourne sur elle-même, mais mathématiquement, tout se passe comme si c'était une charge électrique qui tournait sur elle-même. Et qu'est-ce qui se passe quand une charge électrique tourne sur elle-même ? Elle est sensible aux champs magnétiques, puisque d'après les lois de Maxwell, les champs magnétiques et électriques s'influencent mutuellement. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ce proton, en tournant sur lui-même, il va avoir ce qu'on appelle une aimantation dans une certaine direction, et comme une aiguille de boussole, il va être sensible au champ magnétique dans lequel il pourrait être situé. Alors ce qui se passe quand on fait une IRM, on place le patient dans un énorme champ magnétique, et ce champ magnétique va orienter l'aimantation des protons, donc des noyaux d'hydrogène, dans une certaine direction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la manière de réagir de ces protons face au champ magnétique. Et selon le tissu dans lequel ces protons sont situés, leur réaction au champ magnétique va être différente. Et donc la mesure va être différente. Et à partir de ces différences de mesure, on va pouvoir recréer une image d'anatomie de la personne. Un appareil d'IRM, ça ressemble à ça. De loin, comme ça ressemble un petit peu à un scanner, sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas du tout des caméras partout autour du patient. Le tube qu'on voit, en fait, c'est une énorme bobine de fil électrique dans laquelle on va mettre un courant très grand qui va permettre de créer un champ magnétique très puissant. Et c'est dans ce fameux champ magnétique qu'on va placer le patient et qui va nous permettre de travailler sur l'aimantation des protons. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le patient est dans ce champ magnétique, les protons sont forcés d'être orientés dans une certaine direction à cause du champ magnétique, et là on va prendre des mesures. Alors on ne peut pas prendre des mesures en l'état puisque ça reviendrait un petit peu à essayer d'écouter quelqu'un murmurer dans un gradin, donc ce serait impossible. Donc en fait il faut faire une action en plus. Cette action en plus, c'est qu'on va stimuler les protons, et en l'occurrence on va basculer leur aimantation à 90 degrés en les stimulant par une onde radio. Une onde radio exactement comme celle qu'on utilise pour faire de la radio FM, donc c'est des ondes électromagnétiques à une certaine fréquence, une fréquence bien précise, qui va permettre de faire basculer l'aimantation des protons à 90 degrés. On fait ça pendant un temps très court, et quand on a fait ça, on stoppe la stimulation par onde radio, et on laisse l'aimantation des protons revenir à la normale. Et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le temps de relaxation, et c'est à ce moment-là qu'on prend les mesures. Et les temps de relaxation des protons, en fonction du tissu dans lequel ils se trouvent, par exemple les protons situés dans le cerveau ou situés dans les muscles ou dans d'autres tissus, ne vont pas avoir les mêmes temps de relaxation, et donc les mesures vont être différentes. Ces mesures différentes vont permettre de générer des images avec un certain contraste, et ce contraste va permettre de reconnaître des structures anatomiques. Alors là, on a vu le principe, mais comment on fait exactement pour recréer une image à partir de ces signaux différents et de ces contrastes différents? Alors pour expliquer ça, on va prendre une image et surtout on va faire une expérience de pensée. Et puis surtout on va se faire un petit schéma maison. Alors dans cette expérience de pensée, on va imaginer qu'on dispose de plusieurs boussoles qu'on a collées sur un support. Et on se retrouve dans un coin de l'espace, sans champ gravitationnel, sans champ magnétique surtout, sans rien, voilà un endroit complètement neutre. On a collé ces boussoles sur notre support, et on dispose aussi d'une énorme bobine de fil électrique dans laquelle on peut mettre le courant. On met le courant, et ce faisant, on crée donc un champ magnétique autour de cette bobine. Et là, on place le support à l'intérieur de cette bobine. Donc là où auparavant les aiguilles des boussoles allaient un petit peu dans n'importe quel sens, à partir du moment où elles sont dans le champ magnétique, elles vont toutes s'orienter au nord. Maintenant, admettons qu'on soit capable de pousser une aiguille à l'est avec son doigt comme ça.
Si on enlève le doigt, on imagine que l'aiguille va revenir naturellement au nord. Maintenant, si on est capable de pousser toutes les aiguilles en même temps et de retirer la pression au même moment sur toutes les aiguilles vont revenir exactement de la même façon au nord. Maintenant, on imagine que ces aiguilles ne sont pas juste comme ça dans le vide, mais baignent dans certains milieux. Et en l'occurrence, on va imaginer 3 milieux. Donc on a nos boussoles qui se répartissent en 3 tiers. Donc le tiers de gauche, les aiguilles vont baigner dans de l'eau. Le tiers du milieu, les aiguilles vont baigner dans de l'huile d'olive, par exemple. Et le tiers droit, les aiguilles vont baigner dans du miel. J'ai oublié de préciser, ne faites pas cette expérience chez vous parce que déjà c'est impossible, parce qu'il faut être dans l'espace et puis il faut avoir des boussoles, enfin bref, c'est trop compliqué. Ne le faites pas. Et donc à ce stade, on a toujours nos boussoles qui sont donc dans leurs différents milieux, dans le champ magnétique, qui sont toutes orientées au nord, et on va répéter ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire qu'on va pousser toutes les aiguilles dans le même sens, à l'est, et on va retirer la pression au même moment. Qu'est-ce qui va se passer? La même chose un petit peu que tout à l'heure, c'est-à-dire elles vont toutes revenir au nord, à cette différence près qu'elles vont revenir à des vitesses différentes. Parce qu'on imagine bien que les aiguilles qui sont dans l'eau vont revenir assez vite par rapport aux aiguilles qui sont dans l'huile, qui elles-mêmes vont aller assez vite par rapport aux aiguilles qui sont dans le miel. Et pourquoi? Parce que ces milieux ont des viscosités différentes. Et donc, si maintenant on imagine qu'on a un petit chronomètre au niveau de chaque boussole et qu'on mesure le temps que met l'aiguille à revenir au nord pour chaque boussole, on va se retrouver avec des valeurs qu'on peut reporter sur un tableau et ça va ressembler à ça. En gros, on va avoir les aiguilles qui sont dans l'eau, par exemple, qui vont mettre 1 seconde à revenir, là où les aiguilles qui sont dans le miel vont mettre 5 secondes à revenir. Donc on a un tableau avec des valeurs différentes, et si on veut faire une image à partir de ça, on va créer une image qui est faite de pixels. Chaque pixel correspondra à une boussole, et la valeur en niveau de grille de chaque pixel sera donnée par la valeur qu'on a mesurée, c'est-à-dire le temps en secondes qu'on a mesuré. Une valeur de 1 va donner un gris foncé, une valeur de 3 va donner un gris moyen, et une valeur de 5 va donner un gris clair. Si on fait ça, on se retrouve avec une image qui ressemble à ça, et qui donc va avoir un niveau de contraste qui va nous permettre de reconnaître le profil des différents milieux qu'on avait au départ, et qui en quelque sorte va nous montrer l'anatomie de notre structure de boussole qu'on avait au départ. Et donc c'est exactement de cette façon qu'on reproduit une image à partir de la mesure du temps de relaxation des protons suivant le champ magnétique qu'on impose. Et comme ce temps est différent en fonction des tissus, eh bien on va être capable d'avoir une image dont le contraste va recréer la forme des différents tissus, des différents organes et donc de l'anatomie. Et c'est comme ça qu'on obtient des images d'IRM qui ressemblent par exemple à ça, où on a une image qui a une très très grande résolution, où on voit beaucoup de détails et on voit beaucoup de tissus différents. On peut observer d'autres organes, comme par exemple le cerveau. Et alors sur ces images, ce qui est intéressant, c'est que donc là on a 2 images de cerveau. On reconnaît bien la même structure dans les 2 cas, sauf qu'on a quand même des différences au niveau des contrastes. Et ça a été fait à partir d'une image d'IRM classique. Sauf que les réglages de l'appareil d'IRM étaient différents et ont permis d'obtenir des contrastes différents. Alors on fait ça pour justement avoir des contrastes optimisés par rapport à ce qu'on recherche. C'est pour ça que l'IRM, c'est une technique en fait qui va s'utiliser pour rechercher des choses en détail dans des régions dans lesquelles on sait déjà ce qu'on cherche et pour aller plus loin dans le diagnostic ou tout simplement dans l'inspection de ce qu'on est en train de chercher. Parce que vu comme ça, l'IRM utilise donc le champ magnétique qui est complètement inoffensif, permet d'avoir beaucoup de détails dans beaucoup de régions du corps humain, et donc on peut se demander pourquoi on n'utilise pas ça tout le temps finalement. Alors les inconvénients, c'est que d'une part, l'appareil d'IRM, c'est quelque chose qui est extrêmement cher. L'autre inconvénient, c'est aussi que l'examen d'IRM, c'est un examen qui est assez long par rapport, par exemple, à un scanner qui se passe beaucoup plus rapidement. Et donc, quand on n'est pas obligé d'avoir la résolution typique d'une IRM et qu'on cherche quelque chose qui se voit très facilement avec un scanner, eh bien on va plutôt faire un scanner plutôt qu'une IRM. Par contre, quand on veut aller plus loin, quand on a besoin d'aller plus loin pour avoir un bon diagnostic, là effectivement on peut passer en IRM pour aller chercher une zone en particulier, comme par exemple dans le cerveau ou dans d'autres régions vraiment localisées dans l'organisme, qui vont permettre de minimiser le temps d'examen, mais quand même d'avoir des images à haute résolution. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'IRM vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si les vidéos sur l'imagerie médicale en général vous plaisent, je vous mets en lien la playlist des autres vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Salut!